Matryoshka. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être avec nous cet après-midi. C'est avec grand bonheur qu'on va partager 7h30, 2 heures ensemble. Ça va dépendre de vous parce que j'aimerais, si vous voulez bien, dès que vous le souhaitez, que vous preniez la parole et que vous échangiez avec nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enjeu même de ce festival-là qu'on a monté, qui s'appelle le festival Génération Matryoshka, c'est de créer un dialogue intergénérationnel. J'explique. L'idée de Matryoshka, c'est l'idée de la poupée russe, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a à donner, comme les poupées russes, vous voyez, on vient toujours de quelque part, on a toujours à transmettre quelque chose. Donc nous, notre volonté, c'est de transmettre. Et en même temps, on s'est dit qu'en créant ce festival, on allait créer du lien entre différentes générations pour s'interroger sur ce qui va compter pour nous tous demain. Pour nous tous et surtout pour vous, après tout demain, qu'est-ce qui va compter ? Et la façon dont on l'a construit, c'est que pendant les 3-4 jours, on a des différentes tables de discussion, d'échange, de moments d'échange. Et pour se dire qu'est-ce qui va compter, on a identifié des valeurs. C'est ça qui compte. Et là, on est sur la valeur de l'information, de la donnée, la valeur de l'info, la data, la donnée, la fake news. Est-ce que c'est la ruée vers l'or de demain ? Qu'est-ce que c'est finalement que cette information ? Est-ce que c'est juste celle qu'on donne, celle qu'on reçoit, celle qu'on transmet ? Ou est-ce que c'est aussi celle qui émane de nous et on ne s'en rend pas forcément compte, mais qui est récupérée de nous à notre insu ? Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Et puis le volume de données qu'il y a. On va parler de l'information plus journalistique, de la fake news. Et puis aussi, on va parler de la donnée dans le marketing, dans la gouvernance, dans les États et tout ça. Donc il va y avoir différents intervenants qui vont venir échanger avec nous. Mais d'abord, je voudrais vous dire rapidement, est-ce que vous êtes conscient à peu près du volume de données numériques dans le monde qui peuvent se partager au quotidien, dans l'année, tout ça. Vous avez une idée un peu de quoi on parle quand on parle de données, d'infos et tout ? En fait, je suis tombée sur un chiffre que je trouve assez éloquent. Le volume de données numériques dans le monde s'est multiplié par 30 en 10 ans. C'est assez énorme. Et pour que ce soit un peu plus concret, vous allez comprendre pourquoi la data, finalement, c'est une mine d'or. Regardez, en 60 secondes, du coup, je vais m'asseoir comme ça, vous voyez mieux. En 60 secondes sur Internet, en genre une minute, le volume de données qui est partagé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en 2021, ça fait 500 heures de contenu qui sont mis en ligne sur YouTube en une minute. Ça fait 69 millions de messages envoyés sur WhatsApp, Facebook, Messenger. Et ça fait plus de 1,3 million d'euros qui sont dépensés en ligne. C'est-à-dire que depuis le moment où j'ai commencé à vous le dire jusqu'à maintenant, vous avez vu tous les flux qui sont passés. Nous, on n'a pas eu l'impression, mais il s'est passé énormément de choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont commencé à partager sur Insta ce qui est en train de se passer maintenant de grandiose entre nous, mais enfin, en tous les cas, ça pourrait rajouter aussi de la donnée. Donc voilà, on alimente l'information avec les nouveaux canaux. Et je voudrais qu'on démarre là-dessus. Et pour en parler, j'appelle tout de suite deux journalistes nouvelle génération. Et vous comprendrez de quoi je parle. J'appelle tout de suite Hicham Zemrani, créateur de Millennials Politique, qui est TikToker. Et j'appelle Nathan Marfouas, créateur et streamer, fondateur de People, premier média de société sur Twitch. Alors quand vous applaudissez, un peu plus vigoureux s'il vous plaît, parce que pour nous, on le ressent. Et ça nous donne envie, enfin, c'est ça l'échange aussi, hein. Parfois c'est fatigue, quoi. Bon, bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être là. Alors TikTok et Twitch, c'est des nouveaux canaux d'information importants. Selon Médiamétrie, donc, qui est l'organe qui calcule un petit peu le nombre de visiteurs selon tous les médias, Twitch, ça compte 5 millions de visiteurs mensuels, une augmentation de 40% en un an. Et TikTok, c'est 11 millions, augmentation de 73% pour TikTok. Donc vous avez gagné, vous allez commencer. Bonjour, Hicham Zemrani. Alors, vous avez créé votre compte TikTok, Millennials Politique. Pourquoi, en fait, au départ, c'était quoi votre envie ? Bonjour à tous, déjà. De base, j'étais très passionné de politique et j'avais envie d'en discuter avec des gens, de partager tout ça. Donc j'ai créé ce compte il y a à peu près un an, en janvier 2021, et vraiment pour partager ma passion, discuter avec des gens qu'aussi ça intéresse. Et puis j'étais déjà sur TikTok auparavant, sans parler de politique, juste avec un compte personnel, et je voyais que beaucoup de gens parlaient de politique, mais toujours d'un point de vue très militant, très engagé.
et personne n'essayait de faire de l'analyse, un peu comme ce qu'on retrouve dans la presse. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer, et puis ça a plutôt bien marché, et puis depuis, il s'est passé beaucoup de choses, donc je me suis vraiment lancé pour partager ma passion. Et en fait, pourquoi est-ce que TikTok, ça peut être un endroit, un espace intéressant pour faire de l'analyse politique dans un temps court? En quoi c'est un espace où on a l'impression qu'on va s'exprimer? Je dirais qu'il y a pour vraiment... une vieille journaliste comme moi, je comprends pas, vous voyez. Donc c'est Oui, intéressant. Ça, je peux comprendre, mais c'est plus ça par... C'est pas dans ce sens-là, mais je veux dire, par rapport au format qui est proposé, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je pense qu'on peut faire des vidéos maintenant jusqu'à 5 minutes, je crois, pour bientôt. Ah ouais, carrément. Donc on peut faire... En fait, c'est une sorte de YouTube, mais qui est retransmis sur TikTok avec un format qui est beaucoup plus addictif. Il y a aussi la possibilité de la viralité qui n'était plus vraiment possible sur Instagram. Enfin, parfois, je fais des vidéos qui font peu de vues, parfois j'en poste qui font des millions de vues. Donc ça varie vraiment. Il y a cette possibilité de toucher beaucoup de gens. Et puis aussi, même du coup, les acteurs politiques ont vu l'intérêt qu'avait ce réseau social, puisque la majorité des candidats à la présidentielle sont maintenant présents sur TikTok, puisque en plus de ça, ils voient qu'ils peuvent toucher une cible électorale qui ne s'intéresse pas vraiment à la politique ou qui, du moins, ne va pas aller chercher l'information. Donc c'est un peu l'information qui va venir à eux. Et vous, parmi vous, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont sur TikTok? Oui, tout le monde, levez la main. Qui est-ce qui est... Ok, attends, qui est-ce qui n'est pas sur TikTok? Ah oui, bon, c'est générationnel, ok. Et alors et est-ce que vous regardez des contenus politiques? Oui. Sur TikTok, TikTok, ça peut être intéressant pour. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là-dessus? Non, pas encore. Vous allez monter un peu. Ouais, ça va venir. Tu veux? Ah, Joie, viens. Non, attends, il y a un micro qui court vers toi. Enchanté. En fait, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Solal. Moi, c'est Sandra. Enchanté. On n'utilise pas vraiment TikTok comme quelque chose qui nous donne une information dans la profondeur, quelque chose qui va nous apporter un message qu'on recherche, mais plus on voit ce que ça nous apporte. C'est beaucoup d'informations qui défilent en très peu de temps. Et si on trouve quelque chose qui nous intéresse, on va rechercher son compte, on va voir ses vidéos. Mais on ne recherche pas quelque chose de spécifique quand on va sur ce genre de réseau qui nous donne beaucoup d'informations. Ouais, c'est plus... tu te laisses porter par le flow, quoi. C'est ça. Ouais. Bon, tout le monde avait compris ce que tu avais dit, il n'y avait pas besoin que je le traduise, c'est sûr. Chiam, en fait, en réalité, est-ce qu'il y a un parti pris éditorial quand on va sur TikTok? Vous voulez dire sur mon compte? Ouais. C'est-à-dire là, par exemple, comment on construit son contenu éditorial, comme on le fait quand on fait un contenu journalistique. Sur TikTok, est-ce qu'il y a un contenu éditorial? Parfois, je vais juste partager l'information telle qu'elle est, un peu comme une dépêche de l'AFP, quoi, juste informer les gens sur ce qui s'est passé. Parfois, après, vu que j'essaye de faire de l'analyse, je vais essayer d'aller plus en profondeur, et donc forcément, je vais prendre plus ou moins parti pris, dans le sens où si un candidat a eu des propos qui constituent un tournant dans sa campagne, je vais devoir dire si c'est un bon ou un mauvais tournant. Bon, certains considéreront que je serai biaisé, mais après, moi, je fais de l'analyse, je ne vais pas juste recracher l'information, c'est après aller plus en profondeur. Après, j'essaye bien sûr d'être le plus neutre possible, en essayant de rester le plus objectif, mais je sais bien que c'est très compliqué et que ça ne satisfera jamais tout le monde. Et puis on en parlera justement, l'information, elle est toujours d'une certaine façon subjective, quoi qu'il en soit. Le fait d'être sur ce réseau-là, d'avoir un temps court, comment on peut se dire que ça cumule avec de l'analyse qui se veut être quelque chose où, bon, justement, on va un petit peu plus loin? Alors moi, je ne comprends pas ça. C'est sûr que c'est pas de l'analyse hyper élaborée. Jusqu'à longtemps, c'était seulement 1 minute les vidéos sur TikTok, donc c'était très condensé. Je parlais assez vite. Donc après, en parallèle de ça, souvent je fais des lives où je vais répondre à des questions et aller encore plus en profondeur, essayer d'analyser davantage. Mais c'est essayer en fait de résumer l'essentiel, citer quelques points pour après pousser les gens à faire des recherches, à aller en trouver davantage. Mais donc oui, c'est sûr que je ne pourrais pas aller plus en profondeur qu'une enquête dans un journal de presse. Mais donc j'essaie de faire l'essentiel à travers mes TikTok. C'est une façon en fait de lire, de scanner l'actualité et de vous-même essayer de voir comment vous arrivez à le traduire aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, ou parfois aussi ce qui m'arrive... m'arrive... Il y a une volonté de laisser sa trace aussi, quelque chose? Oui, c'est ça, parce que sur TikTok, tout fonctionne en fonction des trends, des tendances, où il va y avoir un son qui va être très à la mode pendant 2-3 jours, et après ce son va être détourné pour faire passer différents messages, et parfois ça m'arrive de reprendre ces sons. Récemment, j'avais pris un son pour parler de la trahison de Marion Maréchal à l'encontre de sa tante, et donc j'avais un peu détourné ça, et puis ça a fait beaucoup de vues, et donc c'est une manière de me réinterpréter les codes de TikTok pour passer une information politique. Et là, du coup, les gens étaient au courant que Marion Maréchal avait trahi sa tante, alors qu'ils n'auraient sûrement pas été au courant s'ils n'avaient pas eu ma vidéo, je pense. Et c'est quel public, justement? Parce que moi, par exemple, qui ne suis pas depuis très longtemps sur TikTok, je le savais.
Donc c'est quel public? Essentiellement sur TikTok, enfin sur mon compte, ça va être des 18-25 ans. Après, c'est vrai qu'il va y avoir des gens un peu plus jeunes, en dessous de 18 ans, qui du coup vont pas voter. Puis ça peut aussi monter beaucoup plus élevé, enfin environ la trentaine. Mais dans l'essentiel, c'est vraiment les 18-25 ans, donc ce qui est vraiment une cible électorale pour beaucoup de candidats. Et ça vous frustre pas d'être sur des petits formats, non? Justement, c'est une façon d'avoir un contenu plus créatif aussi parfois? Non, ça me dérange pas, puisque après, j'aurais tendance sinon à trop vouloir m'étaler, à en dire trop. Donc là, ça me contraint à être clair et puis concis. Et d'autant plus qu'à côté, comme j'ai dit, je fais des lives où là, je vais parler davantage pendant 30 minutes, voire parfois 1 heure. Donc ça me permet de rajouter des informations. Nathan Morfoise, donc vous qui êtes jeune aussi, un peu moins que Hicham. Non, je suis jeune, toujours. J'ai un peu de capuche, je suis jeune. Oui, c'est ça. Vous êtes le fondateur de People, P-I-P-O-L-E, qui est le premier média de société sur Twitch. Et vous proposez 4 streams par semaine par une équipe de jeunes journalistes sur des thématiques de société. En fait, au départ, Twitch, c'était plutôt fait pour le jeu. Comment est-ce qu'on se dit qu'on va pouvoir avoir un espace journalistique, et est-ce que c'est ça qu'on se dit d'ailleurs, sur ce genre de canal-là? Je sais pas si on se dit espace journalistique, parce que je sais plus trop ce que ça veut dire être journaliste aujourd'hui. Parce que et moi, en plus, je le dis, je suis pas du tout journaliste, donc déjà, je le suis pas. Mais est-ce que en ayant un téléphone, en interviewant des gens, on l'est? Moi, je pense que non, mais des potes journalistes à moi disent, mais si, tu l'es. Je sais pas. Après, c'est un débat de fond qui, pour moi, n'a pas grand intérêt, mais en même temps... Non, mais si, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous pensez que vous l'êtes pas finalement. Ça veut dire que tout le monde peut être passeur d'infos, c'est ça que vous dites? Non, mais c'est juste que l'info, elle est tellement importante. Si jamais un mec qui a des idées, qui est raciste, qui est homophobe, qui sort son téléphone et qui dit, moi, je suis journaliste parce que j'ai un téléphone, et du coup, les homos, c'est chaud. C'est un peu compliqué de dire ça, parce qu'on lui donne l'étiquette de journaliste. Il se l'autoproclame parce qu'il a un téléphone, il est en manif et il s'autoproclame avec une info qu'il a créée lui-même. Moi, voilà. Après, c'est de la sémantique, peut-être ou pas. Mais c'est de la sémantique qui rebondit avec une question d'éthique, après tout. Ça veut dire que tout le monde peut partager de l'information, tout le monde, mais vous dites que finalement, tout ne se vaut pas. Je pense que tout ne se vaut pas. Moi, c'est ce que je dis à chaque début de mes streams, que je stream ou pas. J'ai aussi une équipe de vrais jeunes, on va dire, qui sont dans la vingtaine. Moi, je dis toujours, dans cette équipe-là, il y a des journalistes de formation et il y en a qui ne sont pas journalistes. Moi, à chaque fois que je débute un stream, on fait des streams parfois avec des braqueurs, parfois avec des journalistes, parfois avec des agriculteurs, plein de fois. Je le dis toujours, je ne suis pas journaliste. On a une démarche qui est très discussion et essayer d'apprendre ensemble. C'est vraiment le but de People, c'est d'essayer d'apprendre ensemble quelque chose et pas de donner une leçon. C'est le but, et c'est pour ça que moi j'ai voulu me lancer sur Twitch. C'est au lieu de donner et de tourner un contenu à Boulogne avec des télés à 30 000 €, des lumières de partout, et de sortir en taxi, l'idée c'est de se dire, on va faire un truc tranquille, on y va en vélo, voilà, ou à pied, et on va faire quelque chose, on va apprendre ensemble. On a fait un stream avec Cédric Héroux hier, qui est agriculteur et qui accueille des réfugiés depuis de nombreuses années, qui est très engagé. On n'avait pas toutes les infos sur tout ce qui se passe avec les Ukrainiens et tout. On a traité justement ce qui se passe aujourd'hui, c'est choisis un peu ton réfugié. C'est-à-dire qu'il y a des crises qui se passent en Israël, en Palestine, en Irak, en Afghanistan, en Turquie avec les Kurdes, plein de choses. Aujourd'hui, il y a un énorme mouvement qui se fait sur les réfugiés ukrainiens, à juste titre. Mais on a essayé de parler justement de pourquoi on choisit ces réfugiés-là et pas d'autres. Et là-dessus, c'est un débat qui est super important, mais je martelais le fait que je n'étais pas journaliste. Et en live, on allait chercher des infos sur des sites qu'on a validés nous auparavant, Le Monde, l'AFP, voilà. Et qui est-ce qui valide les contenus que vous diffusez d'une certaine façon? Parce que sur Twitch, est-ce que, et je sais pourquoi je pose la question, quel est le suivi d'un contenu éditorial? Par ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'un type qui est raciste, homophobe et qui balance sur des homos. Il peut être sur Twitch autant que vous ou pas? Non, parce que Twitch, c'est Amazon. Amazon, c'est l'argent. Du coup, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va être s'apparenter à du racisme, à de l'homophobie, à de la transphobie, à plein de choses, ils vont couper, ils vont ban. Dès qu'on voit un téton, un truc, ils bannent. Enfin, c'est quand même très... faut être très politiquement correct. Après, je suis sûr qu'il y a des gens sur Twitch... Quand on dit encadrement éditorial, vous dites politiquement correct? Non, mais je parle de quelqu'un qui est raciste sur Twitch. Je pense pas que ça puisse exister. Enfin, ce serait difficile que sa chaîne, en une semaine, je pense qu'elle serait répertoriée. Après, les infos qui sont sur Twitch ne sont pas du tout vérifiées. Impossible à vérifier des infos qu'un streamer dit. Si un streamer dit oui, Marine Le Pen est à 40% dans les sondages,
personne ne pourra vérifier. Enfin, le live sera passé et la vidéo restera et voilà. Mais comme sur YouTube, ça c'est un problème qui est sur toute plateforme. Parmi vous, il y en a qui s'informent sur Twitch? Ah oui, j'ai de l'audience là. Hein. Ouais. Mais il est plus grand. Il y a personne. Hugo Décrypte, il est plus connu quand même que moi. Ah là, ça parle. Mais sur Twitch? Non, parce qu'il a du contenu voilà. sur YouTube aussi. Non, mais il est sur Twitch et bah YouTube oui, non, mais et TikTok. attends, je parle de Twitch. Je sais qu'il est sur YouTube. Moi. Non, mais il est sur Twitch. Vous regardez Mashup? C'est bien, continuez à pas regarder. Allez sur People. C'est bien. PIPOLE, exactement. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça prouve bien quelque chose là, c'est que Twitch, c'est beaucoup de gaming. Et le but d'être sur Twitch, à la différence d'autres contenus, d'autres plateformes, c'est de pouvoir justement discuter en live avec les gens et de pouvoir vérifier des infos ensemble et de pouvoir, au lieu de juste voir un contenu et ensuite de passer à autre chose, c'est de pouvoir vraiment échanger en direct et discuter. C'est pour ça que venez sur Twitch, hein, les gars. Je vous attends. Bon, donc là, voilà, donc vous allez venir sur Twitch. Mais j'ai quand même une dernière question et après, on va continuer à évoluer sur cette réflexion-là. Twitch a créé plein d'émoticônes. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la façon, ce canal d'information-là, cette façon de transmettre de l'information évolue aussi vers quelque chose de plus émotionnel, de plus ludique? Voilà. Est-ce qu'on est aussi sur un déplacement, je dirais, de narration, de façon de raconter l'histoire? C'est totalement ça. C'est comme, mais c'est un déplacement de narration et un déplacement de mode de consommation. Moi, à l'époque, quand j'avais encore Facebook et je postais une photo, ma mère me faisait un pavé pour me dire que j'avais oublié quelque chose à la maison, mais qui n'avait rien à rapport avec la photo. Et c'était 10 lignes. Sur Facebook? Elle répondait sur Facebook? Ouais, mais ça, c'est un truc, c'est un truc de maman, ça. Non, moi, je fais pas ça. Ouais. Enfin bon, j'ai pas des enfants qui ont Facebook, c'est un peu ringard. Oui, maintenant, oui. Le truc de mettre des longs... En fait, sur Twitch, en plus, ça défile. Mettre un commentaire très long, on le voit plus. Et du coup, oui, faut être court, faut être concis. C'est comme sur TikTok où une info, on l'a en 1 minute, après on passe à autre chose. Donc oui, la façon de... Il y a un vrai changement de mode de... C'est comme sur Instagram, pour répondre à une story, on envoie des flammes, des cœurs et tout. On n'envoie plus de mots, on envoie justement des émotions, parce qu'on essaye de se rediriger vers quelque chose de plus émotionnel et de moins rationnel, je pense. Matryoshka.